Bien le bonjour tout le monde, je suis Flo et vous êtes les bienvenus dans le salon des adaptations. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à un gros morceau, un très gros morceau. Si gros d'ailleurs que je me sens pas d'attaque pour le faire tout seul. Du coup, si vous le permettez, je vais appeler un ami pour qu'il me vienne en aide. Juste un instant, ça sera pas long. Ici Dropper, j'écoute. Ouais, salut mec. Dis, est-ce que tu serais chaud pour qu'on fasse une vidéo ensemble? Ouais, à quel sujet? Zelda. Bouge pas, j'arrive. Zelda, tu disais? Donc, The Legend of Zelda. Pour les 2 ou 3 d'entre vous qui auraient passé les 32 dernières années au fond d'une grotte, c'est une licence vidéoludique éditée par Nintendo et dont le premier épisode est sorti en 1986. Et depuis, ce ne sont pas moins de 19 épisodes qui sont sortis, sans compter les spin-offs et les épisodes qui ne font pas partie de la timeline officielle de la saga. Et donc dans chaque jeu, on incarne un personnage masculin dont le nom par défaut est Link. Et en anglais, Link, ça veut dire lien. En d'autres termes, le personnage sert à faire le lien entre le joueur et le jeu. Il est pensé pour que le joueur s'identifie à lui et vive les événements du jeu à travers lui. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est muet, c'est tout simplement pour que le joueur puisse se projeter pleinement dans le personnage. Mais attention, on n'incarne pas le même Link d'un jeu à l'autre, sauf à quelques exceptions près. En effet, si on regarde la timeline officielle, on se rend compte que les intrigues de 2 jeux pourtant consécutifs sont souvent séparées par des dizaines, voire des centaines d'années. En gros, le personnage qu'on incarne est en fait une espèce de réincarnation du héros de Skyward Sword, l'épisode qui se place en tout premier dans la timeline. Et du coup, c'est pareil pour la princesse Zelda qui donne son nom à la saga. De même, la majorité des jeux prennent place dans la même région fictive, Hyrule. On retrouve donc de nombreux lieux et même de nombreuses races qui font leur apparition dans plusieurs épisodes. Mais on rentrera dans les détails un peu plus tard. Avant ça, nous allons nous poser cette question: pourquoi adapter The Legend of Zelda au cinéma? Pour la simple et bonne raison que les adaptations de jeux vidéo au cinéma, c'est pas encore ça. On a eu beaucoup d'étrons, on a eu des films corrects mais sans plus, des films qui ont divisé la critique, des films qui ont totalement dénaturé le matériau de base, ou encore des films qui, à l'inverse, n'arrivaient pas à s'en détacher. Et aussi des films qui, je trouve, se sont fait injustement bâcher. Mais jusqu'à maintenant, on n'a pas eu d'adaptation de jeux vidéo qui ait mis tout le monde d'accord. Et il serait grand temps que ça arrive, il serait grand temps qu'une bonne adaptation de jeux vidéo soit produite. Il nous faudrait une adaptation qui soit bien réalisée, bien interprétée, bien écrite, et surtout qui ne soit pas réservée à un public de niche. Il faut une adaptation qui parle aussi bien aux fans invétérés de la licence qu'aux novices, une adaptation qui parle aux cinéphiles comme aux spectateurs occasionnels, et The Legend of Zelda est la licence parfaite pour ça. Tous les jeux, ou presque, sont basés sur une prémisse similaire et très simple. Un jeune héros doit vaincre une entité maléfique pour libérer un royaume de son emprise. Et pourtant, chaque épisode est unique en son genre. Ainsi, on pourrait très bien imaginer une adaptation qui s'inscrive dans la mythologie de la saga, tout en prenant quelques libertés. D'ailleurs, il serait tout à fait envisageable d'inscrire cette adaptation dans la timeline officielle de la licence, un peu comme pour Assassin's Creed. Et qui plus est, en plus de proposer une épopée divertissante et poignante, le film pourrait avoir un second niveau de lecture et aborderait des questions sociales, psychologiques, voire même philosophiques. The Legend of Zelda recèle un potentiel énorme qui ne demande qu'à être exploité. Après, clairement, ça serait pas chose aisée. Mais au moins, si on arrive à avoir une bonne adaptation de Legend of Zelda, Hollywood n'aurait plus aucune excuse pour ne pas réussir toutes ces adaptations de jeux vidéo. Parlons maintenant de l'adaptation en elle-même. Je pense que de manière générale, il serait judicieux d'en faire un film presque contemplatif. Ça collerait bien avec le fait que les personnages se retrouveraient perdus face à l'immensité de la nature qui les entoure. Et en plus, ça permettrait de faire d'Hyrule un personnage à part entière, ce qui n'est pas con vu que le rapport à la nature est un thème récurrent dans la licence. Et mis à part ça, il est important de se questionner sur les différents éléments des jeux qu'il faudrait retrouver dans notre adaptation. Premièrement, le trio formé par Link, Zelda et Ganondorf. Encore une fois, pour les gens qui ne seraient pas familiers avec la série, Ganondorf en est le principal antagoniste. Il n'est pas présent dans tous les épisodes, mais on va pas se mentir, c'est lui le plus charismatique de tous les ennemis de Link. Ensuite, la région d'Hyrule, c'est là que prennent place la majorité des jeux, donc il n'y a pas de raison pour que le film ne s'y déroule pas. En plus, ça donnera un point de repère aux fans de la licence, et ça justifiera l'inclusion des lieux emblématiques et du bestiaire des jeux. D'ailleurs, parlons-en des lieux emblématiques et du bestiaire. Je pense qu'ils doivent se retrouver dans l'adaptation. Certains lieux tels que le Temple du Temps ou les Bois Perdus sont présents dans plusieurs opus de la saga,
saga, alors ce serait dommage de ne pas les retrouver sur le grand écran, surtout si l'adaptation s'inscrit dans la timeline de la licence. Et c'est pareil pour les créatures, les jeux regorgent d'ennemis et de races en tout genre, alors pourquoi ne pas piocher dedans? Il suffit de caser quelques bokoblins, Linel et autres Octorok par-ci par-là, et de faire en sorte que Link interagisse avec des piafs, des auras et des gorons, et le tour est joué. Viennent ensuite les attributs classiques de Link. Je veux bien évidemment parler de la Master Sword et du bouclier Ilien. Ce sont les deux armes avec lesquelles Link est toujours, ou presque, représenté. Il faudra bien qu'il finisse par les avoir à un moment ou à un autre. Et pour ce qui est de sa fameuse tunique verte, il faudra aussi qu'elle se retrouve dans le film. Parce que si vous demandez à n'importe qui de vous dessiner Link, il vous le dessinera avec sa tunique verte. Mais soyons honnêtes, elle ne pourra pas être présente tout au long du film, et ce pour deux raisons. Premièrement, d'un point de vue purement pratique, ça va être difficile de rendre une tunique comme celle-là classe et badass à l'écran, et on va pas décrédibiliser le personnage de Link en lui donnant un costume ridicule. Deuxièmement, ce ne serait tout simplement pas réaliste. On parle d'une aventure épique dans laquelle le personnage principal part explorer une nature sauvage et dangereuse. Il va clairement pas réussir à garder les mêmes fringues jusqu'à la fin. D'ailleurs, en parlant de ce qui rend Link iconique, il ne faut pas oublier sa monture. Bien qu'Epona ne soit apparue que dans très peu d'opus de la saga, elle reste indissociable de son cavalier dans l'imaginaire populaire. En plus de renforcer le rapport du héros avec la nature, la présence d'Epona pourrait être source de nombreux plans iconiques où Link la chevauche, voire même affronte des ennemis au galop. Et enfin, la Triforce. C'est l'emblème de la licence et c'est l'objet qui fait le lien entre Link, Zelda et Ganondorf. Et ici, elle fera office de MacGuffin qui permettra de vaincre ce dernier. Voilà, maintenant on a des bases bien solides pour notre adaptation. On peut donc passer aux choses sérieuses. Pour ce qui est de l'histoire du film, c'est simple, on ne va pas se contenter d'adapter un épisode bien précis de la saga. Par contre, on va plutôt piocher des éléments dans divers épisodes afin de les assembler et de créer une intrigue totalement inédite. Premièrement, on peut s'inspirer de Breath of the Wild et de son Link amnésique. Ça peut paraître con dit comme ça, mais cette amnésie va être très utile à notre intrigue. Elle permettra tout d'abord de justifier le mutisme de Link. Oui, parce que faire parler Link, je suis désolé, mais ça relève de l'hérésie. Pour moi, Link doit rester muet pour qu'il puisse conserver le lien qui l'unit au spectateur. On peut donc imaginer qu'il a pris un coup sur la tête et que ça le rende à la fois amnésique et muet, pourquoi pas. Et qui plus est, l'amnésie de Link sera très utile pour tout ce qui est relatif à l'exposition. Celle-ci ne sera pas forcée puisque le personnage principal lui-même ne sait rien de l'univers qui l'entoure. Il découvrira alors les tenants et aboutissants de cet univers en même temps que le spectateur. On peut aussi reprendre l'idée de Zelda qui n'arrive pas à s'éveiller à son pouvoir, et on peut carrément en faire l'un des enjeux principaux du film et augmenter considérablement le rôle de Zelda. Après tout, c'est elle qui donne son nom à la licence, ça semble donc tout naturel. Enfin, on va reprendre l'aspect survie qui est développé dans Breath of the Wild, avec les changements de température, de climat, etc. Link et les autres personnages se retrouveront dans un monde hostile et feront face aux forces de la nature. Ça accentuera l'ampleur et la difficulté de la quête sur laquelle ils vont se lancer. Le second jeu dont on va s'inspirer est Majora's Mask, principalement pour son côté plus sombre et plus sérieux que la majorité des autres épisodes. Il se caractérise par une ambiance mélancolique et presque nostalgique, qui collerait parfaitement à l'état d'esprit des habitants d'Hyrule suite à l'arrivée de Ganondorf et au fait que la région n'est plus que l'ombre d'elle-même. Pour ce qui est du personnage de Ganondorf, je pense qu'il serait plus intéressant de s'inspirer de l'itération de Wind Waker, seul opus où les motivations du Seigneur du Malin sont creusées un peu plus loin que « c'est le méchant, il veut dominer le monde !» Quel méchant! Reprendre l'idée d'un Ganondorf mélancolique qui a grandi dans un désert Gerudo inhospitalier, jalousant la vie plus douce des habitants d'Hyrule, ça lui offrirait un capital sympathie non négligeable et des motivations compréhensibles. Et une bonne histoire ne souffre jamais d'un antagoniste qu'on adore détester. Il y a évidemment un opus que l'on ne peut pas mettre de côté, c'est le fondateur Ocarina of Time, qui a non seulement marqué l'histoire de Zelda, mais aussi celle du jeu vidéo en général. Il serait intéressant d'en retrouver la structure simple et linéaire, facilement adaptable au format cinématographique, tout en s'inspirant de la symbolique du passage à l'âge adulte à travers des épreuves plus difficiles les unes que les autres. L'idée d'un Link amnésique et de fait innocent qui découvre le monde et apprend à faire face aux obstacles, pourrait être un arc intéressant pour le personnage. Ocarina of Time tirait aussi sa force de personnages secondaires mémorables, bien plus que la plupart des autres opus, et il pourrait être intéressant de faire revenir des icônes comme Saria, Malon, Darunia et j'en passe. Enfin, on va reprendre des éléments de Zelda's Adventure. Là, les fans de la licence doivent être en train de nous faire une bonne grosse crise d'hyperventilation. Du coup, pour situer les autres, sachez que Zelda's Adventure est universellement reconnu comme étant l'un des pires jeux de la saga. Pour comprendre l'étendue du désastre, on vous invite à regarder la 3e vidéo du joueur du grenier sur les RPG. Donc, pourquoi voudrait-on s'inspirer d'un jeu aussi mauvais ?
Eh bien c'est simple, pour sa prémisse. Dans Zelda's Adventure, ce n'est pas Link qui va sauver Zelda, mais bel et bien l'inverse. Du coup, dans notre adaptation, Zelda aura un rôle bien plus important et sera un personnage réellement actif. Et vous savez quoi? C'est carrément elle qui va réussir à abattre Ganondorf à la fin, après avoir réussi à s'éveiller à son pouvoir. Comme on l'a dit plus tôt, c'est elle qui donne son nom à la licence, alors il serait grand temps de lui donner toute l'importance qu'elle mérite. En résumé, on va prendre un univers à la Breath of the Wild, c'est-à-dire une grande étendue sauvage et hostile, propice à la contemplation, mais dans laquelle l'influence de Ganondorf se fait ressentir. Et on va y ajouter des éléments structurels et scénaristiques grappillés dans d'autres jeux. Maintenant, vous vous attendez probablement à ce qu'on vous donne des noms de personnes qui seraient capables de scénariser un tel projet, comme d'habitude. Eh bien... pas aujourd'hui. Là, tout de suite, on va directement passer à l'ébauche de scénario du premier épisode. Et oui, parce que ce qu'on ne vous a pas dit, c'est qu'on a du mal à imaginer une adaptation de The Legend of Zelda qui tienne en un seul film. La série est tellement riche que ça ne serait vraiment pas lui faire honneur que d'essayer de tout caser dans un seul film de 2h30. Nous, on verrait plutôt ça comme une trilogie. Donc voilà ce qu'on vous propose, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On a déjà les bases de notre adaptation et une ébauche de scénario pour le premier volet. La prochaine fois, on va continuer de parler du scénario en donnant quelques noms de scénaristes qui pourraient s'en occuper. On abordera aussi la réalisation et on vous donnera une ébauche d'histoire pour le second volet de notre trilogie. Et enfin, dans la troisième et dernière partie, on parlera du casting et de la bande originale et on finira par le scénario du troisième film. Du coup, comme promis, on vous laisse avec nos idées de scénario pour le premier film de cette trilogie, en espérant que ça vous plaira. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et laisser votre avis dans les commentaires. Et n'hésitez pas aussi à aller jeter un œil à la chaîne du Tropper, c'est de la bonne. Et enfin, merci aussi à Jadencor, dont vous êtes sur le point d'entendre la douce voix mélodieuse. Nous on se dit à bientôt sur ma chaîne pour la seconde partie de cette vidéo, d'ici là surtout, portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde. Notre personnage se réveille dans un endroit inconnu, complètement désorienté. Il ne sait pas où il est, ni qui il est. Il semble se trouver dans une espèce de sanctuaire. Il finit par en sortir et se retrouve dans une grotte. Il avance machinalement vers la sortie, ne sachant toujours pas où il se trouve. Soudain, un cri strident retentit derrière lui. Le jeune homme est alors incapable de bouger, ne serait-ce qu'un orteil. Une figure squelettique, un effroi, arrive derrière lui, l'air menaçant, et s'approche de plus en plus, jusqu'à pouvoir poser sa main sur l'épaule du garçon. Heureusement, ce dernier retrouve sa liberté de mouvement, et en profite pour s'échapper in extremis. Il se rue vers la sortie, mais alors qu'il arrive dehors, il se retrouve à nouveau paralysé. Deux autres créatures s'approchent de lui. Il tente de s'échapper. En vain, il est à la merci des deux silhouettes squelettiques. C'est alors qu'intervient un vieil homme, vêtu de haillons, qui brandit une lanterne émettant une puissante lueur semblable à celle du soleil, qui fait fuir les créatures. Le vieillard semble reconnaître le personnage, et il l'appelle, par ce qui semble être son nom, Link. Link prend le temps de contempler le paysage qui s'offre à lui. Une grande étendue sauvage, composée de plaines, de bois, de bosquets et de rivières, avec, en son centre, un gigantesque château. En voulant poser une question au vieillard, Link se rend compte qu'il est tout simplement incapable de prononcer le moindre mot. Le vieil homme lui dit de le suivre, et l'emmène dans une petite maison, probablement la sienne, où il lui donne des habits ainsi qu'un repas chaud. Le vieillard indique alors un bois situé non loin, et lui indique qu'elle l'attend. Intrigué, Link se dirige vers ce bois, où il parvient à vaincre quelques ennemis avec la première arme qu'il trouve, un bras arraché d'une carcasse de Stalfos. Il finit par arriver dans une clairière, où il semble apercevoir quelque chose qui n'est pas montré au spectateur. Link semble surpris, et on assiste alors à un flashback. Nous sommes transportés dans la cour du château d'Hyrule. Link s'y trouve, aux côtés d'une superbe jument à la robe brune et à la crinière blanche. Avec eux se trouve une jeune fille, vêtue comme une princesse. La princesse prononce quelques mots, mais l'un d'entre eux ressort clairement « Epona ». Link retrouve alors ses esprits, et l'on découvre ce qu'il se trouve au milieu de la clairière, une jument, la même que celle de son étrange vision. Celle-ci se rue vers lui, puis galope autour de lui en poussant des hennissements de joie. Link s'approche de sa fidèle jument, seul repère dans ce monde totalement inconnu. Le vieil homme réapparaît alors. Il explique à Link qu'il ne peut malheureusement pas aller plus loin que ces bois. Et il l'informe que les réponses à toutes les questions qu'il se pose se trouvent vers l'est, au village Cocorico. Il le retient encore un instant et lui tend un bouclier et une épée, précisant que c'est dangereux de partir seul. Il lui donne le signalement d'un groupe de bandits, qui se fait reconnaître grâce à leur emblème en forme d'œil, les Yiga. Sur le chemin, il fait la rencontre d'une personne masquée, qui porte justement un emblème en forme d'œil sur la poitrine. Link est prêt à en découdre, idem pour l'inconnu qui bande son arc.
Elle décoche rapidement une flèche qui, contre toute attente, ne se plante pas dans Link, mais l'effleure à peine, pour atteindre quelqu'un d'autre, qui se tenait juste derrière lui. Plusieurs individus masqués, arborant un emblème presque identique à celui de la première personne inconnue, apparaissent de nulle part. L'inconnu parvient à les vaincre sans grande difficulté, tandis que Link peine à manier son épée. Une fois les ennemis vaincus, Epona s'approche de l'inconnu et lui montre des signes d'affection. L'inconnu semble alors reconnaître la jument, puis lance des regards vers Link, avant de pousser un cri de surprise et de disparaître. Link et Epona finissent par reprendre leur route, sans savoir que l'inconnu, perché sur un arbre non loin de là, les observe. Les deux compagnons finissent par établir un camp pour la nuit, mais une fois la nuit tombée, le bras de Stalfos que Link avait ramassé plus tôt s'anime soudainement et tente d'attaquer notre héros. Une jeune fille qui possède des pouvoirs de guérison et qui passe non loin de là, vient en aide à Link et lui propose de l'accompagner jusqu'au village Cocorico, d'où elle vient justement. La jeune fille, dont la relation avec Link sera similaire à celle entretenue par Link et Mipha dans Breath of the Wild, et que nous appellerons donc Mipha pour des raisons de clarté, tente de discuter avec Link, mais constate rapidement qu'il est muet. Une fois au village, elle emmène Link devant la doyenne, une certaine Impa, qui semble le connaître et l'accueille chaleureusement. Elle lui explique que son mutisme est probablement causé par le profond sommeil dont il vient de se réveiller, mais il n'a de toute façon jamais été très bavard. L'inconnu masqué fait alors son arrivée, et, cette fois-ci, attaque Link, qui est incapable de se défendre. L'inconnu, hurlant que Link doit être un espion d'un certain Ganondorf, est sur le point de lui porter un coup fatal, mais finit par se résigner. Son regard semble familier à Link. Il pose alors les yeux sur une peinture, un portrait représentant le vieil homme qui l'a aidé, l'air noble, une couronne sur la tête. On assiste alors à un nouveau flashback. Link assiste, impuissant, à une dispute entre la princesse du précédent flashback et le vieil homme. Ce dernier blâme la jeune femme pour son incapacité à s'éveiller à son pouvoir. Alors que Link reprend ses esprits, les choses commencent à devenir plus claires. Le vieil homme qui l'a aidé serait le père de la jeune femme présente dans ces deux visions. Il serait ainsi le roi et la princesse d'Hyrule. Impa commande alors à l'inconnu de cesser de cacher son identité. L'inconnu s'exécute et dévoile enfin son visage, celui de la princesse. La confusion règne. Link ne comprend pas ce qu'il se passe, et Zelda continue d'affirmer que la présence de Link ne peut être qu'une ruse de Ganondorf. Impa se décide enfin à clarifier la situation. 3 ans plus tôt, un être maléfique du nom de Ganondorf a attaqué le château d'Hyrule, prenant au dépourvu la famille et la garde royale. Garde royale dont faisait partie Link. Mais plus que ça, Link était aussi le protecteur de Zelda. Seulement, pris au dépourvu, il ne put faire face à Ganondorf, et fut grièvement blessé et laissé pour mort. Zelda ayant réussi à s'enfuir, le roi prit la décision d'emmener Link jusqu'à un sanctuaire où il fut plongé dans un sommeil réparateur. Le roi prêta alors le serment de veiller sur le sanctuaire, et ce, même après sa mort, abandonnant ainsi sa fille. En parallèle, Ganondorf s'installa dans le château d'Hyrule, d'où il règne depuis en tyran sur tout le royaume. Zelda, n'ayant pas été mise au courant des actes de son père et pensant Link mort, avait développé une profonde haine envers lui pour l'avoir abandonné, et s'en voulait profondément pour le décès de son protecteur. Elle avait alors passé les 3 dernières années à s'entraîner avec l'élite du village Cocorico, afin de ne plus avoir à être protégée, et de pouvoir protéger les êtres qui lui sont chers. Cela dit, suite à ces révélations, sa haine envers son père ne fait que s'envenimer, et elle fait montre d'un certain dédain envers Link, lui qui était encensé par la garde et la famille royale, mais qui s'est pourtant montré incapable de la protéger. Malgré tout, Impa confie une mission à Link, Zelda et Mipha, se rendre au village Piaf, dans la région de Tabanta, pour y récupérer un ancien et puissant artefact nécessaire pour révéler l'arme qui permettrait de vaincre Ganondorf s'il est utilisé dans les ruines du Temple du Temps. Il s'agit de l'Ocarina du Temps. Une fois arrivé au village, la troupe est accueillie par un Piaf, que l'on appellera Rivalou. Ils se sont pas fait beaucoup plus chier dans Breath of the Wild en appelant le rival Revali. Il semble lui aussi connaître Link. Cela dit, il ne semble pas l'apprécier, et se montre particulièrement désagréable envers lui, contrairement à sa vieille amie Zelda, qui l'accueille de bon cœur. Rivalou emmène alors Link, Zelda et Mipha jusqu'à une épreuve d'archerie qui, si elle est réussie, ouvre l'accès au temple dans lequel se trouve l'Ocarina. Link est choisi pour accomplir l'épreuve, après avoir fait l'objet d'éloges de la part de tout le village. Link tente maladroitement de bander l'arc, mais avant même qu'il ait le temps de viser, une flèche, tirée par Zelda qui refuse que tout l'honneur revienne à Link, l'effleure et se plante en plein cœur de la cible, dévoilant ainsi l'accès au temple. La troupe, rejointe par Rivalou, y pénètre et ne tarde pas à se retrouver face à une étrange et effrayante créature arachnide, Goma. Link, ne sachant pas comment réagir face à une telle créature, est rapidement mis au tapis. De même que Rivalou, qui n'est pas à son avantage pour un combat dans un lieu clos. Alors que Mipha accourt pour soigner Link, Zelda parvient à trouver le point faible de la créature, son énorme et unique œil. Cependant, elle remarque que Goma est sur le point d'attaquer Link et Mipha, et s'interpose,
prenant le coup à leur place. Mipha parvient alors à soigner Link, mais trop affaibli pour poursuivre le combat. Sur les conseils de Zelda, Link parvient enfin à atteindre l'œil de Gohma et à mettre fin au combat. Combat à l'issue duquel nos héros obtiennent l'Ocarina du Temps. La troupe décide alors de passer quelques jours au village Piaf afin de se soigner, se reposer et se familiariser avec la culture propre à ce peuple. Pendant ces quelques jours, le mépris que Zelda ressentait envers Link s'atténue peu à peu, après l'avoir vu terrasser Gohma, et le jeune homme se voit offrir une nouvelle tenue, plus pratique et plus résistante que celle que lui avait confiée le roi d'Hyrule. Nos 4 héros décident alors de se mettre en route vers le temple du temps, ou du moins, ce qu'il en reste. Une fois sur place, Link tente de jouer de l'ocarina, comme le lui avait commandé Impa. Il constate cependant rapidement qu'il ne semble pas posséder la fibre musicale. Le spectre du roi d'Hyrule apparaît alors. Zelda est bouleversée par cette apparition, mais le père ne semble pas faire attention à elle. Il se contente simplement de siffler une mélodie, qui ne tarde pas à rendre un nouveau souvenir à Link. Il est avec Zelda, qui joue de la musique avec un ocarina ordinaire. Elle joue la berceuse que lui chantait sa mère lorsqu'elle était petite. Link revient à lui, et parvient, comme par magie, à reproduire cette même mélodie avec l'ocarina du temps. La terre tremble alors, tandis que 3 temples, répartis dans tout Hyrule, s'activent. Son devoir accompli, le spectre du roi d'Hyrule commence à disparaître. Mais c'est sans compter sur Zelda, qui, outré par l'attitude de son père défunt, décide de le confronter. S'ensuit une discussion intense, lors de laquelle père et fille parlent à cœur ouvert. Le roi, qui savait pertinemment que Zelda partirait à la recherche de Link et s'exposerait à de nombreux dangers si elle découvrait qu'il était encore en vie, a préféré cacher la vérité à sa fille. Au terme de ce dialogue, l'âme du roi d'Hyrule, enfin apaisée, peut aller dans l'au-delà, et Zelda parvient à pardonner son père. Mais le repos n'est que de courte durée. La terre se met à trembler à nouveau, mais bien plus fort que la première fois. Et surtout, la source du tremblement est bien plus proche. Les 4 compagnons décident de sortir du temple, pour tenter de comprendre ce qu'il se passe. Soudain, une gigantesque créature mécanique à 4 pattes, probablement réveillée par l'activation des 3 temples, jaillit des entrailles de la terre et attaque directement la troupe. Rivalou est mis au tapis, et Mipha tente immédiatement d'aller le soigner, avant d'être elle aussi rendue hors d'état de nuire. Zelda, assistée par Link, tente tant bien que mal de résister à la fureur du monstre mécanique. Mais leurs efforts sont vains, ils sont tous deux envoyés au sol. La machine se met alors à avancer dangereusement vers la princesse pour lui asséner le coup de grâce. Mais Link, saisi d'une vigueur nouvelle, parvient à se relever et à grimper sur le colosse. Mieux encore, il parvient à planter son épée dans la sphère qui lui fait office d'œil. La créature se cabre, émettant un grincement strident, et envoie Link au sol. Alors que le gardien s'écroule, Zelda accourt vers Link afin de s'assurer qu'il va bien. Tous deux constatent que l'ocarina du temps n'a pas tenu le coup, suite au choc qu'il vient de subir. Il s'est brisé. Link se relève tant bien que mal, et est rejoint par Rivalou, blessé et soutenu par Mipha. Les 4 héros font face à la carcasse du géant métallique, et... Dans la salle du trône du château d'Hyrule, une silhouette menaçante observe les 3 temples qui s'activent au loin. L'homme baisse alors le regard vers sa main, sur laquelle un étrange symbole composé de 3 triangles vient d'apparaître.